La France, c'est notre pays. Très controversé, il est vrai, mais également réputé pour sa diversité culturelle, sa cuisine raffinée ou encore ses monuments célèbres à l'intérieur de sa capitale, Paris. La France, c'est également un pays d'émotions. 2018 en est le parfait exemple, avec des villes totalement envahies suite à la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire. Aujourd'hui, les Bleus n'ont qu'un seul objectif en tête, briser la malédiction du tenant du titre et aller chercher sa 3e étoile pour rendre à nouveau le pays fier de son équipe nationale. L'objectif est clair pour l'équipe de France, remporter la 3e Coupe du Monde de son histoire et rajouter une petite étoile juste ici, mais surtout la remporter pour la 2e fois d'affilée. Pourtant, quand on regarde ce qu'ont fait les 3 dernières nations après avoir remporté le titre, il y a de quoi s'inquiéter. L'Italie remporte le titre en 2006, en 2010, sortie dès les phases de groupe. L'Espagne remporte la Coupe du Monde en 2010, en 2014, sortie dès les phases de groupe. L'Allemagne remporte la Coupe du Monde en 2014, en 2018, sortie dès les phases de groupe. Donc il y a une réelle malédiction sur les tenants du titre. Pas de bol, aujourd'hui c'est nous, mais on va croiser les doigts pour que cette malédiction s'arrête là, dès maintenant. Mais au-delà de cette fameuse malédiction, est-ce que l'équipe de France peut aller au bout de cette compétition? Et comme d'habitude, voilà, vous en avez l'habitude maintenant justement. Aujourd'hui c'est le dernier épisode, on va diviser la vidéo en 4 parties. La liste des 26, la composition et le style de jeu, les 3 joueurs à surveiller et enfin la conclusion où je vous donnerai comme d'habitude mon avis, le parcours probable et tout ce qui s'ensuit. Cette équipe de France est actuellement coachée par Didier Deschamps et à l'heure où je tourne cette vidéo, voici les 26 joueurs que le sélectionneur des Bleus a décidé d'appeler. Et attention, je précise bien à l'heure où je tourne cette vidéo, car il y a déjà eu pas mal de changements depuis la liste initiale, notamment à cause de blessures, donc tout peut encore changer jusqu'à la dernière minute. Donc pour les gardiens de but, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola. Pour les défenseurs, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Lucas Hernandez, William Saliba, Raphaël Varane, Benjamin Pavard, Axel Disasi et Dayot Upamecano. Pour les milieux, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Jordan Verretou, Matteo Guendouzi et Eduardo Camavinga. Et enfin pour les attaquants, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Pour la compo, Didier Deschamps devrait partir sur un 4-3-3 et au vu de ses dernières conférences de presse, la compo probable, c'est celle-ci. Dans les buts, on aurait Hugo Lloris, la défense à 4 composée de Pavard, Varane, Konaté ou Upamecano et Lucas Hernandez. Au milieu, Tchouaméni en 6, Fofana Rabiot en relayeur et enfin pour le trio d'attaque, Griezmann, Benzema et Mbappé. Donc on commence directement avec le poste de gardien de but qui sans surprise sera occupé par Hugo Lloris. Hugo Lloris, c'est vraiment l'un des piliers de cette équipe de France, c'est le capitaine, ça a été l'un des éléments majeurs de 2018 et c'est tout à fait normal car c'est un gardien qui a énormément de qualité. En ce moment, il est pas mal critiqué car il est vrai que dernièrement, son niveau de performance avec Tottenham est un peu inconstant, mais on s'en souvient, en 2018, Hugo Lloris n'était pas non plus au top en club, il était également très critiqué. Ouais, on peut le dire, il était dans une situation similaire à celle d'aujourd'hui, et pourtant il a sorti un gros mondial. Top performance face à l'Argentine, mais également face à l'Uruguay, et peut-être que sans ces arrêts décisifs, l'équipe de France aurait été éliminée. Donc même si dernièrement la situation de Lloris est assez contrastée, il est capable de sortir des arrêts décisifs dans les matchs importants, il arrive à faire parler son leadership, donc Hugo Lloris sera titulaire, ça c'est une certitude. Pour la défense, bon là on en est sûr, ça sera une défense à 4, Deschamps l'a dit en conférence de presse, pourtant je pensais qu'il allait rester sur sa défense à 3 plus 2 pistons, et finalement non, il repart sur une défense à 4, une défense bien 2018. Je pense que Deschamps privilégie la sécurité sur ce coup. Donc pour les latéraux, on devrait justement avoir les mêmes qu'en 2018 avec Pavard sur le côté droit et Lucas Hernandez sur le côté gauche. Les deux ont des situations totalement différentes.
Pavard, lui, enchaîne les bonnes prestations avec le Bayern, il arrive à se montrer décisif via des buts ou encore des passes décisives. Cependant, Lucas Hernandez, lui, sort d'une longue période de blessure. Depuis son retour, il n'a pas effectué un seul match plein. Donc la question, elle est physique. Est-ce que Lucas Hernandez est capable de réaliser un match de 90 minutes à haute intensité? Je vous avoue que j'ai pas la réponse, mais on va croiser les doigts car ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qui peut énormément apporter à cette équipe de France. Tout comme Pavard, il est capable de se projeter très rapidement vers l'avant, même si on va pas se mentir, c'est pas des latéraux de percussion qui sont réputés pour faire des différences individuelles, mais ils arrivent tout de même à se projeter sur plusieurs mètres pour centrer ou encore jouer dans la largeur. Donc Pavard et Lucas Hernandez arrivent à apporter cette fameuse assurance et cette fameuse sécurité sur laquelle compte énormément Didier Deschamps. Pour la défense centrale, premièrement, on a Varane. Alors Varane, on a eu peur là il y a quelques semaines lorsqu'il est sorti sur blessure en larmes avec Manchester United. On pensait qu'il pouvait faire une croix sur sa Coupe du Monde, mais finalement il sera bel et bien là. Et ça c'est une excellente nouvelle car c'est un défenseur qui a énormément de qualité. Mais au-delà de ses qualités, c'est un cadre de 2018 et quand on voit les absents de 2018, notamment au milieu de terrain, mais ça on en reparlera juste après, bon, on ne peut qu'être content à l'idée de savoir que Raphaël Varane sera bel et bien présent pour disputer cette fameuse Coupe du Monde. Par contre, bon là, imprévu de dernière minute, car Kimpembe aurait dû être aux côtés de Varane et occuper le poste de central gauche. Malheureusement, le joueur et le staff des Bleus ont conclu qu'il ne sera pas apte et surtout à 100% pour la Coupe du Monde. Ce qui est vraiment dommage, car en 2018, il n'était pas titulaire, c'était Samuel Umtiti à sa place. Et là, pour moi, c'était son World Cup moment. Malheureusement, son corps, lui, il a dit non. Donc tu te retrouves avec l'option Konaté et Upamecano. Actuellement, Deschamps est en train d'effectuer des essais pour déterminer qui occupera le poste entre les deux. J'ai mis Konaté prioritaire car je pense qu'il part avec une longueur d'avance sur Upamecano. Car lorsqu'il était titulaire avec les Bleus, il a réussi à donner satisfaction. Le problème, c'est que Konaté, il est vraiment en manque de rythme depuis le début de la saison. Seulement 280 minutes effectuées, toutes compétitions confondues. Ça correspond en gros à 3 matchs pleins, ce qui est très peu en 4 mois. Upamecano, lui par contre, il enchaîne les matchs avec le Bayern. Sauf que lors des derniers rassemblements avec l'équipe de France, il était très peu convaincant. Il s'est retrouvé en difficulté. Il a eu du mal à relancer lorsqu'il était sous pression. Donc encore une fois, cette absence de dernière minute de Kimpembe est un casse-tête pour Deschamps. Car d'un côté, t'en as un qui a été bon sur les derniers rassemblements mais qui ne joue pas. Et de l'autre côté, t'en as un qui sur les derniers rassemblements a eu du mal à donner satisfaction, mais qui enchaîne les matchs avec son club. Donc c'est difficile de faire un choix, c'est pour ça que selon moi, tout va se jouer là lors des entraînements restants. Et c'est à ce moment-là que Deschamps fera son choix final. Pour ce qui est du milieu de terrain, bon là c'est clairement le chantier auquel devra faire face Didier Deschamps, car vous le savez sans doute, mais Kanté et Pogba sont forfaits pour cette Coupe du Monde. Donc voici le milieu de terrain qu'il devrait aligner avec le peu de joueurs qui lui restent. Pour commencer, Tchouaméni. Alors qu'on soit bien d'accord, Tchouaméni n'apportera pas ce qu'était capable d'apporter Pogba ou Kanté, mais c'est sans doute l'une des meilleures alternatives. En bleu, il a extrêmement bien démarré, il a tout de suite réussi à faire parler sa prise d'information, sa qualité technique, sa qualité dans les petits espaces, que ça soit lorsqu'il est mis sous pression ou encore à la relance. Dû à cela, il a réussi à s'imposer en tant que titulaire au Real Madrid, donc les matchs importants à haute intensité, ça il connaît, et l'équipe de France en aura besoin lors de ce mondial, donc Tchouaméni en 6 est un excellent choix. Juste devant lui, le premier relayeur c'est Youssouf Fofana. Fofana et Tchouaméni qui se connaissent très bien, car elles ont évolué ensemble du côté de Monaco, et au vu des derniers rassemblements, Fofana est le joueur qui, à mes yeux, s'est vraiment démarqué avec des matchs références à la clé. C'est un joueur qui ne se cache pas, qui réussit à récupérer un grand nombre de ballons. Le lien entre le bloc défensif et offensif est appliqué à la perfection. Lorsque son équipe est en possession du ballon, il se met toujours au service de cette dernière pour faire progresser le jeu. Et c'est ça que j'aime chez lui. Il prend ses responsabilités, il est utile au collectif et je me dis mais qu'est-ce que ça sera dans quelques années quand il aura engrangé de la confiance, de l'expérience et qu'il aura encore plus de sélection à son actif. Honnêtement, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que ce ne serait que du positif. Donc Youssouf Fofana est peut-être le futur de l'équipe de France et à coup sûr le milieu de terrain que tu dois aligner. Et enfin à ses côtés, Adrien Rabiot.
Alors Adrien Rabiot devra apporter son expérience, c'est un joueur qui a joué et qui joue toujours dans un grand club, donc il sera là pour épauler les deux jeunes qui seront à ses côtés, car en termes de jeu, Adrien Rabiot c'est pas celui qui va faire des différences individuelles. Je trouve que c'est un joueur assez neutre, qui prend très peu de risques, à l'image de son jeu qui est très souvent basé sur la verticalité, donc je compte plus sur Tchouaméni Fofana pour apporter quelque chose en plus à cette équipe de France, plutôt qu'à Rabiot qui selon moi sera surtout là pour faire parler son expérience en les tirant vers le haut et pour leur permettre d'apporter cette fameuse créativité. Donc on verra comment ça va se goupiller, car on va pas se mentir, quand il te manque Kanté et Pogba, c'est un peu le bordel. Et enfin, pour le trio d'attaque, Griezmann, Benzema et Mbappé. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui vous choque, c'est le positionnement de Griezmann. Vous êtes en train de vous dire, mais attends. Griezmann, ailier droit, qu'est-ce que tu nous fais? Alors sur le schéma, je l'ai mis ailier droit car la France devrait partir sur un 4-3-3, mais Griezmann n'occupera pas l'aile droite. Il sera plus là en tant que numéro 10, électron libre, qui va venir tourner autour de Benzema, donc il aura plus un rôle axial, ça c'est sûr. Donc c'est vrai qu'il y a un point d'interrogation sur l'aile droite, mais je vois sûrement pas Deschamps retirer Griezmann pour mettre un Dembélé ou un Coman titulaire à sa place par exemple. Ensuite sur l'aile gauche, on a Mbappé, l'aile gauche qui à mon humble avis est son positionnement préférentiel. C'est là où il arrive à faire parler sa qualité de vitesse, de percussion, d'élimination, mais également de finition. Et au moins là t'es sûr qu'il râlera pas sur Insta avec son pivot gang. Maintenant, la question c'est à voir s'il s'immiscera plus dans le demi-espace aux côtés de Karim Benzema ou s'il viendra coller la ligne pour offrir une solution à Lucas Hernandez qui, comme je le disais, n'est pas un latéral de projection. Donc je sais pas vous, mais moi je trouve que l'animation offensive est extrêmement intéressante à analyser. Et enfin le dernier, c'est Karim Benzema. C'est peut-être le joueur qui t'offre le plus de certitude. Il y avait pas mal de doutes autour de lui lors de son retour en équipe de France. Moi le premier, je me demandais si l'équilibre offensif n'allait pas être rompu en sa présence. Au début c'était le cas, maintenant ça va un peu mieux. Il a réalisé un bon Euro 2021, une excellente Ligue des Nations, donc c'est plutôt rassurant, même si voilà, on va pas se mentir, il manque encore quelques automatismes, ça devrait finir par payer. Après il y a un gros doute là actuellement concernant Karim Benzema. Sur les 6 derniers matchs, il n'a joué que 28 minutes, dont 5 déclarés en tant que blessé. Et l'appel de dernière minute de Marcus Thuram pourrait laisser à penser que Karim Benzema ne sera pas à 100%. Donc à voir, il y a pas mal de questionnements autour de cette animation offensive. Pour revenir vite fait sur la compo, vous allez me dire pourquoi pas tenter un 4-4 de losange avec Griezmann en numéro 10. J'y avais pensé, mais le problème, c'est qu'avec ce schéma de jeu, l'animation de couloir est extrêmement importante. Et le problème, c'est que comme je le disais, Lucas Hernandez et Pavard ne sont pas des latéraux de projection. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un manque dans ce registre. Voilà pourquoi je pense que Deschamps partira sur cette compo, donc le 4-3-3. Pour ce qui est des 3 joueurs à surveiller au sein des Bleus, le premier c'est Karim Benzema. Alors j'espère que Karim Benzema ne sera pas blessé et qu'il sera à 100% pour le début de la compétition, parce qu'un Karim Benzema à 100% peut faire des ravages. On l'a vu la saison dernière lors de sa campagne européenne avec le Real Madrid où il a été exceptionnel. On l'a vu également en Ligue des Nations avec l'équipe de France face à la Belgique, mais également face à l'Espagne où il a marqué des buts décisifs. Si on l'emporte, c'est également grâce à lui. Karim Benzema, c'est un joueur qui se met énormément au service du collectif. En plus, là, ça y est, il est de retour. Ça va être sa première Coupe du Monde depuis qu'il a été boycotté par Didier Deschamps. Effectivement, Benzema, ça fait depuis 2014 qu'il n'a pas effectué une Coupe du Monde. Bon, vous allez me dire, il a raté que celle de 2018. C'est pas faux, mais il a quand même raté l'Euro, les amis, l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018. Donc bon, il peut y avoir des regrets, on va pas se mentir. Donc ouais, Karim Benzema à surveiller. Le deuxième, c'est Kylian Mbappé. Je pense que beaucoup de supporters, dont moi, comptent énormément sur lui pour réaliser un gros mondial et amener cette équipe de France au sommet comme il l'a fait en 2018. Maintenant, je le sais, ça va être extrêmement compliqué. Le contexte est totalement différent, que ce soit pour l'équipe de France ou bien même pour Kylian Mbappé à titre personnel. Mais on sait que c'est un joueur qui vient un éclair de génie et capable de faire des différences individuelles. On l'a vu la saison dernière avec le Paris Saint-Germain où c'était le seul qui était capable de faire des différences sur le flanc offensif. Et même si Kylian Mbappé a déjà remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France, c'est un compétiteur, donc il donnera tout pour permettre à cette équipe de France d'aller chercher cette 3e étoile. Pour le dernier, alors j'ai beaucoup hésité
parce qu'il y a pas mal de joueurs intéressants à suivre au sein de cette équipe de France. Voilà, j'aurais pu prendre par exemple, je sais pas moi, Loris. Est-ce que le portier français est capable de réaliser un gros mondial comme en 2018 malgré le contexte actuel avec Tottenham? Voilà, il y a plein de choses à dire. Mais finalement, j'ai décidé de prendre Youssouf Fofana, car c'est un joueur que j'apprécie énormément. Il a énormément de qualité, il arrive à se mettre au service de l'équipe. Et c'est un joueur qui a vraiment sa carte à jouer lors de ce mondial. Je pense que c'est le milieu dont on en attend le moins, mais qui va se démarquer par rapport aux autres. Je pense qu'on en attend beaucoup de Tchouaméni, Rabiot un petit peu moins, mais voilà, on aura plus un œil porté sur Tchouaméni et Rabiot, et finalement Fofana, c'est à mon avis celui qui va nous surprendre. Donc voilà, Benzema, Mbappé et Fofana sont les 3 joueurs à surveiller au sein de cette équipe de France. Et enfin, pour ce qui est de la conclusion, iront-ils au bout de cette compétition? Alors moi, vous connaissez mon prono depuis plusieurs épisodes maintenant. Mon prono final s'oriente vers le Brésil. Mais au-delà du Brésil, sans parler du Brésil, j'ai vraiment du mal à voir l'équipe de France faire un gros mondial. Déjà parce qu'il y a la malédiction du tenant du titre. Et ça, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, à un moment ça va s'arrêter. Oui peut-être, mais honnêtement, je pense pas que ça soit pour cette année. Alors je dis pas que l'équipe de France terminera dernière de son groupe, hein, loin de là. Mais je les vois pas faire une demi-finale ou encore une finale comme en 2018. Je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé. Il n'y a plus cette force de groupe, cette force collective qui avait fait la différence en 2018. Actuellement, c'est très compliqué. Lors de l'Euro 2021, on s'est salement fait sortir par la Suisse. Quand on regarde le momentum, ça fait peur, très peur. Seulement une victoire sur les 6 derniers matchs, dont 2 défaites face au Danemark qui seront dans notre groupe. Donc il y a de quoi s'inquiéter car c'est un réel concurrent. Quand on regarde le groupe, France, Danemark, Tunisie et Australie, on se dit que bon, le groupe est à notre portée, mais méfiance car 3 matchs ça va très vite. Il suffit que tu termines 2e de ton groupe, tu affrontes les premiers du groupe C qui devrait en toute logique être l'Argentine. L'Argentine qui est l'un des grands favoris de la compétition, il te manque pas mal de joueurs, Kanté, Pogba, Kipembe et Nkunku qui de base étaient appelés, finalement ils sont blessés, Benzema incertain, bref il n'y a rien qui va. Et je sais pas si des fois vous avez aussi des intuitions où vous vous dites putain là ça sent pas bon, il va se passer quelque chose. Bah c'est exactement ce que je ressens là actuellement de mon côté, je sais pas pourquoi mais je pense qu'on va être déçus et que ça va mal se passer. J'espère me tromper, à voir. Donc mon prono final, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur de pronostiquer le parcours exact de l'équipe de France. Personnellement, je le vois comme ça. L'équipe de France bat l'Australie, la Tunisie, mais perd face au Danemark. Le Danemark qui, eux, auront gagné contre l'Australie, contre la Tunisie et du coup contre l'équipe de France. Un sans faute pour le Danemark. Je pense qu'ils vont faire quelque chose d'intéressant. Du coup, le Danemark sera à 9 points. L'équipe de France à 6 points. L'équipe de France termine 2e, affronte donc les premiers du groupe C, à savoir l'Argentine. En 8e de finale, on a un petit Argentine-France, remake de 2018, sauf que là, ce n'est pas l'équipe de France qui passe, c'est pas Benjamin Pavard qui te met une reprise de volée pleine lucarne exceptionnelle. Malheureusement non, c'est l'Argentine qui élimine l'équipe de France, donc voilà, l'équipe de France, 2e de son groupe, est sortie par l'Argentine en 8e de finale. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant l'équipe de France. Est-ce que 4 ans après, la France est capable de remporter la Coupe du Monde 2022 au Qatar? N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis par commentaire, ça m'intéresse énormément. Cette vidéo conclut notre belle série de 8 épisodes. Le Qatar, l'Argentine, l'Angleterre, le Brésil, l'Allemagne, l'Uruguay, l'Espagne et la France. C'était beaucoup de travail, mais un énorme plaisir pour moi. Merci à tous ceux qui ont suivi les épisodes, franchement merci du fond du cœur, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à aller les voir si vous souhaitez bien vous mettre à jour avant le début du mondial. Vous avez la playlist en annotation là dès maintenant et vous l'avez également en description. Voilà, c'est cadeau. Avant de partir, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Voilà, ça vous prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément, c'est très important. Donc merci du fond du cœur à tous ceux qui mettent un petit like. N'oubliez pas également de vous abonner si vous avez aimé ce que vous avez vu. C'est simple, si vous êtes un énorme fan de foot, cette chaîne est faite pour vous, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Nous, on se retrouve pour le début du mondial, à savoir dimanche soir. Effectivement, je vais couvrir un maximum de matchs lors de cette Coupe du Monde au travers de débriefs. Donc si vous ne voulez pas manquer ça, n'hésitez pas, abonnez-vous. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.